Alors que le 42e millénaire touchait à sa fin, l'impérium des hommes se trouvait être assailli de toutes parts. Le rêve de l'empereur de conquérir la galaxie au nom de l'humanité avait depuis bien longtemps été brisé. Mais de ce rêve demeuraient les vestiges d'un empire épuisé par des millénaires de luttes incessantes. Un empire gigantesque, composé d'1 million de mondes et dont les puissantes armées, qui avaient autrefois conquis la galaxie au nom du maître de l'humanité, étaient maintenant cantonnées à un rôle défensif, tentant de protéger les domaines de l'empereur des innombrables invasions et des guerres civiles qui les ravageaient. Alors que les armées impériales combattaient sur des milliers de fronts à travers la galaxie, une nouvelle menace approchait. Une menace d'origine inconnue. Une menace qui avait traversé le vide intergalactique et qui s'apprêtait maintenant à ravager la Voie lactée. Ignorant tout du danger qui les guettait, les guerriers de l'Imperium allaient bientôt devoir faire face à un nouvel ennemi cauchemardesque. Un nouvel ennemi représentant potentiellement la plus grande menace que l'humanité ait eu à affronter, et cela en plus de 10 millénaires. Notre histoire débute sur le monde de Tyrann Primus, en l'an 737 du 41e millénaire. Cette planète, située aux confins de la frange orientale de la galaxie, faisait office d'avant-poste pour l'Imperium. L'Adeptus Mechanicus avait fait installer sur ce monde océanique une station de recherche hautement fortifiée. De cet avant-poste, des missions de recherche furent ordonnées, afin de trouver d'éventuelles planètes habitables dans cette zone isolée du reste de l'humanité, à la frontière de l'Ultima Segmentum. Les premiers rapports de ces expéditions furent troublants. En effet, bien avant que cette mission de recherche ne soit ordonnée, les premiers vaisseaux à avoir exploré ce système avaient rapporté la présence de nombreuses planètes à la végétation luxuriante et à la faune développée. En arrivant en orbite de ces mondes, les chercheurs à bord des vaisseaux du Mechanicus furent stupéfaits de voir que ces planètes avaient été totalement mises à nu. En descendant en surface, ils s'aperçurent qu'il ne restait plus aucun signe de vie. Il ne restait plus une seule plante, pas un seul animal ou insecte, pas même une simple bactérie. Plus inquiétant encore, toutes les planètes aux alentours semblaient avoir subi le même sort. De ces mondes qui avaient autrefois accueilli la vie, il ne restait plus rien. Seules demeuraient des étendues infinies de roches, comme si ces planètes avaient été rongées jusqu'à l'os. Face à cette situation sans précédent, les officiers en charge de Tyrann Primus envoyèrent de nombreux rapports indiquant que des événements étranges étaient en train de se dérouler dans les systèmes voisins à celui de Tyrann. Malgré ces avertissements, les membres de l'Adeptus Administratum ne donnèrent aucune suite à ces missives. Bien que la bureaucratie impériale soit réputée pour sa lenteur extrême, la galaxie est d'une telle immensité que l'administratum croule sous les requêtes et les rapports. De ce fait, les demandes d'aide d'un monde aussi éloigné et aussi insignifiant aux yeux de l'Imperium furent donc délibérément ignorées au profit de sujets considérés comme plus prioritaires. Alors que l'avant-poste du Mechanicus sur Tyrann Primus continue d'envoyer des rapports sur les découvertes de nombreux mondes morts, l'un des vaisseaux de recherche effectuant son retour vers l'avant-poste observa un nuage d'objets non identifiés entrant dans le système de Tyrann. Tentant de se rapprocher pour observer de plus près ce phénomène, le vaisseau fut attaqué par des nuées de spores qui explosèrent au contact du bâtiment du Mechanicus, propulsant des jets d'acide qui percèrent son blindage et firent fondre instantanément plusieurs membres de l'équipage. À deux doigts d'être immédiatement détruit par l'assaut, le vaisseau parvint à fuir l'engagement et retourna dans la précipitation vers Tyrann Primus. À son retour, l'équipage informa le Magos Varnak de l'arrivée imminente d'une menace non identifiée vers l'avant-poste. Bien qu'étonné, le commandant de l'Adeptus Mechanicus à la tête de Tyrann Primus n'avait cependant aucune raison d'être inquiet. De par la position de Tyrann aux confins de l'espace impérial, dans une région frontalière très dangereuse et inexplorée de la galaxie, l'avant-poste avait été judicieusement doté d'un armement capable de dissuader toute menace d'éventuels pillards ou de races xénos agressives. 4 lasers de défense planétaire géants protégeaient l'avant-poste de Tyrann Primus, chacun protégé à son tour par des silos de céramique durcie et des générateurs de boucliers du vide. Ces puissants générateurs de champs d'énergie étaient notamment utilisés par les plus grands bâtiments de la flotte impériale ainsi que par les puissants titans. La puissance de feu de l'avant-poste était en outre soutenue par 36 emplacements d'intercepteurs à autocanon et à lascanon, et par un réseau superposé de bastions de défense et de bunkers de classe Proteus. En plus de ces puissantes défenses, la garnison impériale déployée sur Tyrann Primus était elle aussi redoutable. En plus des guerriers d'élite Skitarii du Mechanicus, l'avant-poste possédait 3 escadrons de chasseurs Thunderbolt, 3 croiseurs légers de classe Endeavour et un régiment d'infanterie entier de l'Astra Militarum, possédant en son sein une compagnie d'élite de vétérans issus du monde de Catachan. Quelques jours après le premier contact aux abords du système, l'avant-garde de la flotte extraterrestre arriva en orbite du monde de Tyrann Primus.
Ces vaisseaux cauchemardesques ne ressemblaient en rien aux vaisseaux des différentes espèces Xénos que l'Imperium avait pu croiser à travers la galaxie. Ceux-ci étaient composés d'un amalgame de chair, de carapaces chitineuses et de tentacules monstrueuses. Bien que cela paraissait impossible, ces vaisseaux semblaient être vivants, des créatures titanesques et terrifiantes en mesure de survivre dans le vide sombre et glacial de l'espace. Dès l'entrée de ces créatures dans l'atmosphère de Tyrann Primus, ceux-ci durent faire face à une pluie de feu s'abattant sur eux depuis les canons des gigantesques lasers de défense de l'avant-poste. Pendant plus d'une heure solaire, les cieux perpétuellement orageux du monde océanique furent déchirés encore et encore par des tirs laser de défense. Les vaisseaux Xénos, déchirés par les impacts des tirs, durent finalement se résoudre à battre en retraite. Le Magos Varnak ordonna alors aux 3 croiseurs de la flotte impériale de prendre en chasse l'ennemi et de l'exterminer. Les croiseurs spatiaux se précipitèrent alors à la poursuite des créatures. Cependant, en harcelant les fuyards, les commandants de la flotte réalisèrent trop tard qu'ils avaient été trop confiants. Ces vaisseaux n'avaient été que les éclaireurs d'une flotte titanesque, composée de plusieurs dizaines de milliers de ces créatures. La horde cauchemardesque semblait être infinie, s'étendant à perte de vue. Réalisant avec horreur ce à quoi ils faisaient face, les croiseurs impériaux tentèrent de fuir, mais furent pulvérisés. L'Emperor's Fist fut le premier vaisseau détruit, sa coque déchiquetée par des tirs de projectiles ayant libéré des essaims de créatures voraces qui l'avaient rongé de l'intérieur. Le Righteous Destiny fut quant à lui rattrapé par une créature encore plus gigantesque que celle vue auparavant. Des tentacules monstrueuses avaient immobilisé le vaisseau avant que celui-ci ainsi que son équipage ne soient dévorés. Face à cette folie, seul le croiseur Sword of Warriors parvint à fuir l'engagement. En ruine suite à des attaques de spores, le vaisseau réussit tout de même à atteindre Tyrann Primus et à avertir le Magos Varnak de ce qui arrivait. Lorsque les Xénos revinrent, de nombreux gardes impériaux furent tétanisés par l'effroi en observant le ciel s'obscurcir à l'arrivée de la nuée de créatures titanesques. Bien que causant d'effroyables dommages, les tirs de défense de l'avant-poste ne pouvaient arrêter les innombrables vaisseaux qui se rapprochaient. Alors qu'une pluie torrentielle s'abattait sur l'avant-poste et que les éclairs déchiraient les cieux de Tyrann, des dizaines de milliers de spores mycétiques furent expulsés des entrailles des vaisseaux de la flotte ruche. Bien que de nombreux spores furent fauchés par les tirs de défense avant d'atteindre la surface, la grande majorité s'échoua dans les mers déchaînées aux alentours de l'avant-poste. Quelques minutes plus tard, les eaux se mirent à bouillir. Depuis les profondeurs des mers, des hordes de créatures monstrueuses sortirent des spores. Ces abominations faites de cartilage et d'os se déplaçaient sur 4 pattes, munies à leur extrémité de pinces et de griffes pouvant pénétrer la chair et le métal. Les immenses créatures marines de Tyrann Primus furent déchiquetées, et bientôt les Xénos sortirent des mers, encerclant l'avant-poste, se jetant sur les murs de la forteresse. Les premières vagues furent facilement repoussées par les défenseurs, mais les pertes ne semblaient avoir aucune importance pour les créatures. Bientôt, les montagnes de cadavres des premières vagues furent escaladées pour pénétrer dans l'enceinte. Alors que le combat faisait rage au sein de l'avant-poste, les puissants canons de défense cessèrent de pilonner l'ennemi. Une nuée de monstruosités volantes, ressemblant à des gargouilles, s'étant jetée sur les canons de défense afin de les obstruer. Les chasseurs Thunderbolt de la garde, qui enchaînaient sortie sur sortie, tentèrent de porter secours aux défenseurs des canons au nord de la base. Hélas, en dépit de leurs vaillants efforts, ils furent exterminés. Des pluies de spores étouffant les moteurs des chasseurs, tandis que les pilotes se voyaient être arrachés de leur cockpit en hurlant par des abominations semblables à des harpies. Lorsque les lasers de défense planétaire se furent finalement tus, les vaisseaux de la flotte ruche déversèrent une nouvelle nuée de spores sur l'avant-poste. De ceux-ci sortirent des créatures titanesques de plusieurs mètres de haut, et dont la carapace semblait insensible aux armes des défenseurs. Ces abominations se jetèrent à l'assaut du bastion impérial, détruisant les dernières zones fortifiées, écrasant les gardes sur leur passage. Même les puissants tanks de la garde impériale furent piétinés ou éventrés par les défenses gigantesques de ces créatures. Malgré les nombreuses pertes infligées aux Xénos de la flotte ruche, le nombre d'ennemis qui déferlaient sur l'avant-poste semblait être infini. Bientôt, la panique se répandit dans les rangs de l'armée impériale, et même les valeureux vétérans du monde de Catachan se mirent à déserter leur position. Après 1 heure de combat, seul le bunker de commandement était encore debout. Le Magos Varnak, observant la marée de créatures déferlant à l'intérieur de l'avant-poste, savait que tout était perdu. Mais avant que les portes du poste de commandement ne cèdent, le Magos envoya dans un dernier geste de bravoure un codex de données dans les profondeurs de l'avant-poste. Via cet ultime legs fait à l'Imperium, le Magos espérait que sa mort et celle de ses hommes ne seraient pas vaines. Il espérait qu'un jour, ces informations collectées sur ses envahisseurs seraient capables d'aider l'Imperium face à la terrible menace qu'il allait devoir affronter. Après seulement quelques heures de combat, la défaite était totale. L'avant-poste n'était plus qu'un tas de ruines fumant, et les vaillants défenseurs avaient été annihilés jusqu'au dernier. Pour la flotte Xénos, Tyrann Primus n'avait été rien de plus qu'un obstacle insignifiant sur leur passage.
Suite à la victoire des Xénos, d'étranges structures se mirent à sortir du sol de Tyrannus. Des tours gigantesques, faites de chair et d'os, semblant drainer le sol de la planète de toute forme de vie. Cela pendant que des hordes de petites créatures parcouraient la surface de ce monde, dévorant les cadavres, consumant les dernières formes de vie se trouvant sur leur chemin. Quelques mois après les événements survenus sur Tyrannus Primus, les membres de l'Adeptus Administratum furent intrigués de ne plus recevoir de rapport de la part de l'avant-poste. La mission d'investiguer sur ce qui était en train de se produire dans le secteur de Tyrannus fut confiée au seigneur inquisiteur Fidus Cryptman, de l'Ordo Xénos. Après avoir étudié les derniers rapports transmis par l'avant-poste, Cryptman, intrigué, prit la décision de se rendre sur Tyrannus. L'inquisiteur, accompagné par un contingent de ses fidèles et par des membres de l'Adeptus Mechanicus, partit alors rejoindre cette zone perdue aux confins de l'Ultima Segmentum. Après plusieurs mois de trajet à travers le Warp, la flotte de l'Inquisiteur arriva finalement en orbite de Tyrannus Primus. Les membres de l'équipage furent stupéfaits en voyant le monde qui se présentait à eux. Durant les rapports, on leur avait présenté Tyrannus comme une planète composée de vastes océans et à la faune développée, ce qui était en totale opposition à ce qu'ils voyaient. Tyrannus Primus n'était plus qu'un monde mort, une gigantesque sphère rocheuse perdue à travers le vide et les ténèbres. Malgré le fait qu'il était évident que le monde était dorénavant dénué de toute vie, l'inquisiteur Cryptman décida de se rendre en surface avec des membres du Mechanicus. Après des jours de fouilles minutieuses sur le site où était censé se trouver l'avant-poste impérial, les équipes de l'inquisiteur découvrirent une cache de données blindée, cachée à plusieurs centaines de mètres sous la surface. De cette cache, les adeptes du Mechanicus purent récupérer le codex de données légué par le Magos Vernac. Parmi ces données se trouvaient des enregistrements vidéo de l'assaut subi par l'avant-poste. Malgré la détérioration des images et les parasites présents, Cryptman put assister aux dernières heures de lutte des vaillants défenseurs de l'avant-poste. Les dernières images de la vidéo montraient les cieux de Tyrannus. À travers les pluies et les éclairs déchirant les nuages, la vidéo s'arrêta sur une image montrant le ciel obscurci par une infinité de créatures Xénos. Réalisant le danger auquel l'Imperium faisait face, Cryptman ordonna à ses astropathes de contacter Terra immédiatement. Hélas, la situation qui était déjà inquiétante devint rapidement catastrophique. Les astropathes indiquèrent à l'inquisiteur qu'il était impossible de transmettre un message via le Warp, comme si des résidus psychiques bloquaient les communications. Ce phénomène, qui sera plus tard connu sous le nom de l'ombre dans le Warp, rend impossible les communications à travers le Warp. De par sa présence psychique immense, la flotte ruche isole ses proies, rendant tout appel à l'aide impossible. Cryptman comprit alors pourquoi Terra n'avait jamais reçu aucun rapport de Tyrannus Primus depuis leur rencontre avec cette espèce Xénos. Étudiant ces possibilités, l'inquisiteur trouva dans les cartes impériales l'emplacement d'une balise de relais télépathique sur le monde de Tandros, à quelques systèmes voisins. Tentant le tout pour le tout, il ordonna à sa flotte de partir vers la station relais, espérant que de là-bas, il pourrait contacter Terra et lancer un appel à l'aide. Avant de partir, l'inquisiteur décida qu'afin d'honorer la mémoire des guerriers de l'Imperium tombés sur ce monde, la race de créatures Xénos porterait dorénavant le nom de la planète qui les avait rencontrés pour la première fois. À l'avenir, il serait nommé Tyrannide. Durant le voyage vers Tandros, Cryptman étudia les différents rapports envoyés depuis des années par Tyrannus Primus. Suite à ses recherches, l'inquisiteur émit une théorie. Du fait que les systèmes attaqués soient tous situés sur la bordure est de la galaxie et qu'aucun autre rapport n'ait jamais fait mention de cette race Xénos, les Tyrannides devaient venir d'une autre galaxie. De ce fait, si cette théorie était vraie, alors l'Imperium faisait face à une race capable de traverser le vide stellaire entre les galaxies. Néanmoins, l'inquisiteur en déduisit qu'un voyage à travers le vide, sans aucune ressource à disposition, devait obligatoirement avoir affaibli la flotte ruche. Il réalisa alors avec effroi que les planètes ravagées par les Tyrannides n'avaient pas été attaquées dans un but de conquête, mais pour se nourrir. Ces mondes avaient été purgés de toute forme de vie, car les Xénos consumaient la biomasse de tout être vivant. Si ces théories étaient correctes, l'Imperium se trouvait face à un ennemi capable de consommer toute forme de vie sur son passage afin de devenir de plus en plus puissant. Si un tel ennemi n'était pas stoppé immédiatement, Terra et toute la galaxie se trouveraient alors face à une menace inarrêtable. Arrivant finalement dans le système de Tandros, Cryptman constata avec horreur qu'il arrivait trop tard. Les Tyrannides étaient déjà passés par là, et les mondes impériaux de ce système avaient tous subi le même sort que Tyrannus Primus. Néanmoins, l'Inquisiteur et sa flotte parvinrent à atteindre le relais télépathique en orbite de Tandros. Bien qu'abandonnés et en ruine, les adeptes du Mechanicus parvinrent à réparer une partie de l'installation, permettant de communiquer avec les systèmes proches. Au bord du désespoir, l'Inquisiteur savait que son message n'atteindrait jamais un lieu aussi éloigné que Terra avec de telles perturbations. Cependant, alors qu'il s'apprêtait à abandonner, Cryptman reprit son analyse des déplacements de la flotte ruche.
Il parvint finalement à trouver un motif se répétant dans les déplacements des tyrannides, et de ce fait, il put prévoir les prochaines destinations de la flotte. L'espoir revint alors. Sur le chemin de la flotte ruche se trouvait un bastion réputé comme étant imprenable, un royaume au sein même de l'Imperium, bâti il y a plus de 10 millénaires par l'un des plus grands fils de l'empereur, un royaume portant le nom d'Ultramar. Si l'inquisiteur parvenait à avertir les ultramarines de l'arrivée des Xénos, alors les tyrannides allaient devoir faire face à un adversaire comme ils n'en avaient jamais rencontré auparavant. Dans un effort surhumain, les astropathes de l'Inquisiteur parvinrent via le relais télépathique à transmettre leur appel à l'aide vers les 500 mondes d'Ultramar. Après plusieurs heures de silence, une voix répondit finalement à l'appel à l'aide, et celle-ci venait du bastion des Ultramarines, la puissante Macragge. Par la suite, l'Inquisiteur et sa flotte partirent en urgence vers Ultramar, parvenant à atteindre les 500 mondes avant l'arrivée des tyrannides, ceux-ci étant encore en chemin, dévorant les mondes sur leur passage. À son arrivée dans le système, l'Inquisiteur fut soulagé de constater que les Ultramarines étaient déjà en train de préparer leur défense. C'est sur Macragge que l'Inquisiteur rencontra Marneus Calgar, maître de chapitre des Ultramarines. Calgar était un guerrier à la réputation légendaire, un géant même parmi les guerriers surhumains de la Depus Astartes. Un géant à l'allure calme et noble, digne héritier du génie stratégique de son père génétique. Le maître du chapitre invita le vieil inquisiteur à lui faire part de ses découvertes. Calgar écouta attentivement, emmagasinant chaque information sur ses futurs ennemis dans son esprit. Rapidement, il comprit que la situation était critique. Il ne montra cependant aucun signe d'inquiétude devant ses hommes, arborant une posture stoïque et calme. Pourtant, malgré le calme apparent du maître des Ultramarines, celui-ci savait que si Ultramar venait à tomber, tout l'est de la galaxie serait laissé sans défense face aux tyrannides, et si ceux-ci parvenaient à consumer le secteur, il deviendrait alors inarrêtable. Le lendemain de sa rencontre avec l'inquisiteur Kritman, Calgar ordonna le rassemblement de tous les capitaines ultramarines ainsi que des commandants de l'Auxilia. Il présenta alors son plan. Dès l'arrivée des tyrannides en Ultramar, la flotte impériale allait devoir mener une série d'escarmouches pour attirer le gros de la flotte ruche vers Macragge. Le monde natal des ultramarines était le plus fortifié du secteur, et de ce fait, il fut choisi pour contenir les assauts des tyrannides. Une fois que l'ennemi serait arrivé au cœur d'Ultramar et que suffisamment de ses forces seraient engagées sur Macragge, alors la flotte des ultramarines, rejointe par le reste de la flotte impériale, prendrait l'ennemi en étau. Macragge serait l'enclume sur laquelle se briseraient les assauts des tyrannides, pendant que la flotte de Calgar, quant à elle, serait le marteau qui viendrait les écraser. Bien que son plan d'attirer l'ennemi au cœur des 500 mondes était risqué, le maître des ultramarines savait ne pas avoir le choix. Il ne pouvait vaincre un tel ennemi dans une guerre d'attrition. Celui-ci devait être brisé sur le champ, ou alors la défaite serait inévitable. Afin que tous comprennent la menace qui pesait sur l'Imperium, on attribua à la flotte ruche un nouveau nom, un nom à connotation apocalyptique, Behemoth. Durant les jours qui suivirent, les fortifications déjà impressionnantes de Macragge furent encore renforcées. En parallèle, les ultramarines lancèrent un appel à l'aide, invitant tous les vaisseaux impériaux proches d'Ultramar à venir d'urgence vers Macragge. De nombreux bâtiments impériaux répondirent à l'appel et se mirent en route vers Ultramar. Mais surtout, une nouvelle porteuse d'espoir arriva. La puissante flotte de guerre Tempestus informa Macragge qu'elle était en chemin depuis les chantiers spatiaux de Baka. Après plus d'un mois solaire, les premiers vaisseaux de la flotte ruche Behemoth arrivèrent en Ultramar. Comme convenu, dès leur apparition dans le système, les vaisseaux impériaux lancèrent une série d'assauts sur l'avant-garde tyrannide. Ces attaques causèrent de lourdes pertes aux premières lignes de la flotte ruche, et celle-ci réagit en lançant l'ensemble de son avant-garde contre la flotte impériale. Suivant le plan de Marneus Calgar, les bâtiments impériaux se désengagèrent et se mirent à battre en retraite vers Macragge. Au prix de lourdes pertes, et toujours poursuivis par la flotte tyrannide, les vaisseaux impériaux parvinrent finalement à atteindre le monde chapitral des ultramarines. En arrivant à proximité du monde, les vaisseaux Xénos furent fauchés par les tirs des innombrables forteresses de défense planétaire en orbite autour de Macragge. Bien que la première vague d'assaut des tyrannides fût annihilée, la flotte ruche réagit en envoyant toujours plus de ses vaisseaux vers le monde des ultramarines. Bien qu'il n'en montrât rien, Marneus Calgar observait avec stupeur, depuis la barge de bataille Octavius, la nuée infinie de vaisseaux qui continuaient d'affluer vers Macragge. Des centaines de vaisseaux de la flotte ruche Behemoth avaient déjà succombé face aux terribles défenses du monde, mais cela semblait néanmoins insignifiant pour les tyrannides.
Les cadavres flottant dans l'espace des énormes créatures qui avaient été déchiquetées par les tirs de défense n'étaient qu'une simple gêne pour les vaisseaux arrivant pour les remplacer. La flotte tyrannide lançait des vagues d'assaut les unes après les autres. Le maître des ultramarines, n'ayant pas prévu que les Xénos puissent disposer d'une force aussi invraisemblable, dut modifier ses plans et ordonna à la flotte de participer à la défense d'Ultramar. Malgré l'aide de la flotte, la situation continuait d'empirer. À la 9e vague, les stations de défense Star Nova de Macragge n'étaient plus que des ruines laissées à l'abandon, dérivant vers le vide froid de l'espace. De plus, la barge de bataille César, l'un des plus puissants vaisseaux de la flotte des ultramarines, fut détruite. À la 12e vague d'assaut, les défenses orbitales de Macragge ne pouvaient plus tenir face aux envahisseurs. C'est à ce moment-là, alors que jusqu'ici rien n'indiquait une quelconque forme d'intelligence chez cette espèce Xénos, que la situation devint critique. Alors que Calgar pensait que les tyrannides allaient se déverser sans aucune cohésion sur l'ensemble de la planète, celui-ci réalisa avec horreur que les Xénos débarquaient massivement près des immenses forteresses planétaires du monde situées au nord de Macragge. Les tyrannides avaient réalisé que les forteresses polaires de la planète devaient être détruites en priorité. Celles-ci abritaient de monstrueux canons laser, fauchant vaisseau après vaisseau de la flotte russe à chacun de leurs tirs. Mais Calgar, qui possédait le génie stratégique de son primarque et père, avait déjà imaginé les pires scénarios possibles et avait prévu cette éventualité. Le maître du chapitre avait déjà fait déployer l'ensemble de la première compagnie des ultramarines pour défendre les stations polaires. Celle-ci était composée de l'élite du chapitre, des héros, tous vétérans d'innombrables guerres. En plus des Astartes et des combattants de l'Auxilia, les tout-puissants titans de la Légio Praetor avaient été envoyés prêter main forte à la première compagnie. Malgré le fait que les premières vagues furent contenues avec facilité par les ultramarines et les titans du Mechanicus, les innombrables vaisseaux Xénos arrivaient toujours plus nombreux dans les cieux de Macragge. Ces abominations faisaient s'abattre sur les terres glaciales du nord des pluies de spores d'où jaillissaient une multitude de créatures cauchemardesques. Les nuées de tyrannides se jetèrent alors à l'assaut des forteresses polaires. Alors que les vétérans de la première compagnie, aidés par les guerriers de l'Auxilia, tentaient de tenir les murs face aux vagues de créatures, les titans quant à eux arpentaient les terres gelées aux alentours. Même les vétérans ultramarines furent stupéfaits en voyant le spectacle insensé qui se déroulait sous leurs yeux. Les plaines menant aux forteresses étaient recouvertes par la marée des tyrannides qui déferlaient vers eux. Les titans piétinaient des dizaines de créatures à chacun de leurs pas pesants, alors que leurs boucliers Void crépitaient sous les impacts d'une multitude de projectiles. Bientôt, les monstruosités Xénos se mirent à escalader les puissants titans, les mettant à terre avant de les déchiqueter. La situation s'aggravait elle aussi pour les défenseurs des remparts. Les cieux étaient maintenant recouverts par des essaims de monstruosités volantes, venant faucher les Astartes. Malgré cette vision apocalyptique, les chasseurs Thunderhawk ultramarines tentaient sortie sur sortie pour venir soulager leurs frères se battant depuis les remparts. Malgré le déluge de feu qui s'abattait sur eux et des pertes insensées, les tyrannides continuaient leur poussée. Les puissants carnifex éventrèrent les murs, permettant au reste de la nuée de s'engouffrer dans les brèches. Il était maintenant clair que les remparts ne pouvaient être tenus plus longtemps. La première compagnie ordonna alors la retraite vers l'intérieur des forteresses souterraines. Voyant que la situation devenait catastrophique, Marneus Calgar ordonna le déploiement de 4 compagnies d'ultramarines au sud des forteresses polaires. Le maître du chapitre avait choisi cette position pour soulager les défenseurs. Par crainte d'être pris en étau, les tyrannides allaient devoir utiliser une partie de leurs forces engagées au nord pour revenir vers le sud d'où venaient les forces de Calgar. Le maître du chapitre partit alors avec ses hommes vers Steel Coleridge, laissant le commandement de la flotte aux officiers impériaux. Une bataille qui allait durer plusieurs jours débuta alors. Dans un premier temps, le plan de Calgar semblait avoir fonctionné. Les ultramarines causèrent d'immenses pertes à l'arrière-garde tyrannide. Suite à ces premiers succès, les compagnies sous les ordres de Calgar tentèrent de faire une percée à travers les lignes adverses, essayant de rejoindre leurs frères de la première compagnie au nord. Cependant, l'afflux constant de renforts tyrannides, arrivant depuis la flotte en orbite, stoppa rapidement la tentative des ultramarines pour porter secours aux stations polaires. La guerre était devenue totale. En orbite, l'ensemble de la flotte d'ultramar était engagée et subissait de plus en plus de pertes. Au sol, la situation n'était guère meilleure. Les forces de Calgar se battaient vaillamment depuis des jours, massacrant par milliers les vagues de tyrannides qui se jetaient sur eux. Au nord, les communications avaient été perdues et personne n'avait de nouvelles de la première compagnie. Alors que les tyrannides gagnaient du terrain sur tous les fronts, seules les forces de Calgar à Steel Coleridge parvenaient encore à tenir. Cependant, l'Imperium allait réaliser que l'adversaire qui l'affrontait était bien plus intelligent qu'il n'y paraissait. Après des jours de bataille, l'esprit de la ruche avait analysé les tactiques de ses adversaires. Il en conclut que la plus grande menace dans ce conflit était le maître du chapitre des ultramarines.
L'esprit de la ruche déploya alors une partie de ses forces sur le flanc est des Ultramarines. Les bioformes les plus mortelles de la flotte furent envoyées, accompagnées par une créature titanesque, un monstre terrifiant qui serait plus tard connu sous le nom du Swarmlord, un avatar physique de l'esprit de la ruche Behemoth. Ne s'attendant pas à une manœuvre visant leur flanc de la part d'un ennemi si bestial, les Ultramarines furent surpris et durent céder du terrain. Cependant, la force qu'ils affrontaient ne se contentait pas de massacrer les lignes des Astartes, elle semblait avancer vers un objectif bien précis. Dans le carnage se déroulant à Steel Coleridge, les forces du Swarmlord continuèrent leur percée dans les lignes des Ultramarines. Calgar, observant la scène, se rendit compte de l'intelligence de ses adversaires. Plus les combats duraient, plus les Tyrannides semblaient évoluer, assimilant les stratégies de leurs ennemis. Alors que les assauts des Tyrannides sur les autres fronts redoublaient d'intensité et que les pertes des Ultramarines et de l'Auxilia étaient de plus en plus lourdes, le Swarmlord se jeta dans la mêlée et provoqua le maître des Ultramarines en combat. Face à la puissance de la créature, Calgar ne put rien faire. Le maître du chapitre fut vaincu et son corps fut déchiré. Aux portes de la mort, Calgar fut sauvé grâce au sacrifice du commandant Aloysius, qui provoqua le Swarmlord en duel pendant que la garde d'honneur du chapitre faisait évacuer leur maître à bord d'un Thunderhawk. Bien que Marneus Calgar fût sauvé, la défaite était totale en surface. Les derniers combattants sur Steel Coleridge furent massacrés, et rares furent ceux qui parvinrent à quitter le champ de bataille. Macragge était sur le point de tomber, mais alors que tout semblait perdu, Calgar se releva à bord de la barge de bataille Octavius. Son corps brisé, il n'accepta cependant que les soins primordiaux et repartit vers le pont de commandement reprendre le contrôle de ce qu'il restait de la flotte. Au bord du désespoir, le maître des Ultramarines ordonna à la flotte d'harceler les flancs des Tyrannides tout en battant en retraite vers le monde de Circé. Via cette manœuvre, il espérait pouvoir soulager quelque peu les derniers défenseurs de Macragge, en attirant une partie de la flotte ennemie sur lui. Alors que le combat spatial faisait rage autour de Circé, la barge de bataille Octavius reçut une communication porteuse d'espoir. La flotte de guerre Tempestus était finalement arrivée. Les Tyrannides furent alors pris sous le feu croisé de la flotte d'Ultramar et des centaines de vaisseaux de la flotte Tempestus qui arrivaient dans le système. Les pertes tyrannides étaient lourdes, mais même avec l'arrivée des renforts, la flotte ruche était encore capable de rivaliser contre ses deux adversaires. Pendant les heures qui suivirent, le chaos était total. Les bâtiments impériaux faisaient pleuvoir un déluge de feu sur les vaisseaux de la flotte ruche. Mais malgré cela, les Tyrannides commençaient à reprendre le dessus. Les créatures titanesques se jetaient sur les cuirassés impériaux, les éventrant via leurs tentacules, ou faisant fondre leurs puissants blindages sous des nuées de projectiles. Cependant, la bataille bascula lorsque le cuirassé de classe empereur Dominus Astra, l'un des plus grands bâtiments de la flotte impériale, chargea au cœur de la flotte tyrannide et fit exploser ses moteurs warp. L'explosion titanesque créant un vortex dans lequel furent attirée une grande partie de la flotte Xenos. Sans le sacrifice héroïque de ce bâtiment et des milliers d'âmes servant à son bord, il est fort probable que la bataille aurait été perdue. Néanmoins, grâce aux énormes pertes causées aux Xenos, les deux flottes impériales purent prendre le dessus et exterminer le reste des Tyrannides. Seuls quelques vrilles de la flotte ruche parvinrent à quitter l'engagement et à fuir à travers l'espace. Malgré cela, le combat faisait toujours rage sur Macragge, et les flottes impériales se pressèrent de retourner aider les défenseurs du monde. En arrivant en orbite, Calgar ordonna le déploiement de ses dernières réserves sur les forteresses polaires, afin de porter secours à la première compagnie. La 3e et la 7e compagnie se déployèrent alors via Drop-Pod aux alentours des stations de défense, et purgèrent les alentours des forteresses des Xenos. Toujours sans nouvelles de la première, la 3e compagnie pénétra dans les immenses réseaux souterrains des stations polaires. En pénétrant dans les tunnels sombres du réseau souterrain, les Astartes constatèrent avec horreur que les Tyrannides avaient infesté le complexe. L'odeur des cadavres en putréfaction empestait à travers les tunnels, et les murs étaient maintenant recouverts de chair et de mucus. C'est dans cette atmosphère cauchemardesque que les Tyrannides déclenchèrent une série d'embuscades à travers les souterrains de la station. Les pertes furent énormes pour la 3e compagnie, mais les Ultramarines étaient résolus à vouloir aider leurs frères de la première compagnie qui devaient se battre dans les tréfonds de la base. Les souterrains furent purgés aux lance-flammes et les guerriers de la 3e reprirent leur progression, subissant de lourdes pertes, mais avançant salle par salle vers les sous-sols. Lorsque les Astartes atteignirent finalement les tréfonds de la base, ils découvrirent une salle immense où étaient entassés des cadavres de Tyrannides. Avançant à travers ce charnier vers le fond de la pièce, les Astartes découvrirent avec tristesse et fierté ce qu'il était advenu de la première compagnie. Les guerriers terminateurs de la première gisaient là où ils s'étaient battus, dos à dos avec leurs frères dans un dernier carré.
La première compagnie n'était plus, mais celle-ci avait été héroïque. Elle avait tenu le plus longtemps possible, combattant des jours dans cet enfer, isolé de toute aide. Au cours des jours qui suivirent, les dernières forces tyrannides encore présentes sur Macragge furent exterminées. Mais malgré la victoire, le bilan était catastrophique. Macragge avait été ravagée, la majeure partie de la flotte des 500 mondes était détruite, et les pertes en hommes et en Astartes étaient immenses. Néanmoins, malgré tout cela, Macragge était toujours debout, et avec cette victoire, les guerriers d'Ultramar avaient sauvé l'Imperium de la menace tyrannide. Il faudrait des siècles à Ultramar pour se remettre entièrement des dégâts causés par la flotte ruche, mais les défenseurs des 500 mondes se relèveraient, comme ils l'ont toujours fait. Les Ultramarines, quant à eux, avaient perdu l'intégralité de leur première compagnie, en plus de lourdes pertes au sein des autres compagnies. La bataille de Macragge resterait une grande source de chagrin et de fierté pour les fils de Guilliman, et les noms des défunts seraient gravés dans le marbre afin de ne jamais être oubliés. Depuis ce terrible événement, les vaillants défenseurs d'Ultramar morts au combat durant cette guerre contre les tyrannides sont commémorés chaque année par les habitants des 500 mondes. Malgré la victoire, les rapports sur les événements qui s'étaient produits dans l'Ultima Segmentum provoquèrent une vague d'inquiétude au sein de l'Ordre Xénos. Réalisant le danger terrible représenté par les tyrannides, de nombreux inquisiteurs se posèrent des questions. D'où pouvaient bien venir ces créatures? Quels étaient leurs buts? Mais surtout, une crainte se forma dans leur esprit. Existait-il d'autres flottes ruches? Était-il possible que d'autres de ces créatures étaient en ce moment même en train de traverser le vide sombre et glacial intergalactique? Les réponses à ces questions, l'Imperium les trouverait, du moins en partie. Mais cela, quelques siècles plus tard.